ce forum italien du mouvement de l'eau participe à Marseille à la femmes pour combattre contre les multinationales de l'eau et aussi pour faire les propositions pour une gestion publique participée de l'eau. Nous sommes un mouvement qui proteste avec proposition. C'est pour ça que je crois que le mouvement de l'eau à niveau mondial va gagner sans perspective. Quelle est la perspective du mouvement de l'eau? L'eau, c'est un bien fondamental pour la vie, c'est un bien indispensable et n'est pas possible la privatisation de ces biens et aussi la commercialisation de le bien. L'important n'est seulement qu'il n'y a pas le privé dans la gestion de l'eau. L'important que l'eau, il y a une perspective communautaire, qu'il y a une perspective pour les nouvelles générations qui viennent et que c'est une ressource toujours disponible pour l'humanité. Pour ça, n'existe pas dans la tête de la multinationale, pour que dans la tête, il y a seulement la possibilité de faire des profits et il n'y a pas de cœur. Nous avons le cœur, le pensement et la rationalité pour faire une proposition de gestion publique, mais participer de l'eau. La gestion publique, pourquoi? Parce que c'est très important pour éviter que se fait des profits. En gestion participée, pourquoi? Non toutes la gestion publique sont bonnes. C'est bon la gestion publique qu'il y a dans cette organisation le peuple. Pour éviter la bureaucratie, pour éviter qu'on fait en partie de l'eau, pour gagner sur l'eau aussi de le point de vue public. Et en Italie, donc, vous avez organisé un référendum, c'est ça? Pour ça, nous sommes ici à Marseille pour parler de la grande expérience que nous avons faite en Italie, où Berlusconi a tenté de privatiser une fois l'eau. Et nous avons une possibilité de faire un référendum qui va abroger en loi. Et nous avons cherché d'abroger ça. Nous avons espace public, espace dans les périodes, rien. Nous avons fait toute notre campagne avec bouche pour bouche, porte pour porte, bouche à bouche, et à travers la web. Et à travers le média simple, le média petit de le mouvement. Nous avons transformé un sentiment populaire qui est être contre la privatisation en action politique. Le pouvoir pensait que la gens ne va pas voter, mais il a voté beaucoup de gens et le 96% de la gens a voté contre la privatisation. Mais ça n'est pas suffi pour changer la chose. Pourquoi? Après le référendum, les politiciens, le Parlement ne parlent pas de le référendum et n'appliquent pas la loi. Pour ça que nous avons et présentons à Marseille une campagne qui s'appelle la campagne d'obédience civile. Nous cherchons d'obéir, de faire ce qu'ont dit 25 millions de personnes. Et nous ne paierons pas la facture de l'eau, en part de la facture de l'eau, jusqu'à l'État ne résolve pas les problèmes. Et c'est beaucoup de familles. Je suis en train de parler de 1000 et 1000 de familles qui en Italie ne vont payer l'eau aujourd'hui. Mais nous faisons ces actions. À la même temps, nous avons occupé le ministère de l'Environnement pour parler avec les ministres. Nous faisons toutes les campagnes, les luttes dans la route et dans le Parlement et dans toutes les choses pour appliquer les résultats référendaires. Nous avons une phrase qui dit « c'est écrit haut, il se lit démocratie ».
Je crois que toutes les fois que privatise l'eau va à fermer la démocratie, toutes les fois que ça va publiciser comme participation populaire, l'eau, la démocratie, c'est plus grand, plein de contenu effectif. Il est vrai que les années fin 80 et les années 90 ont été un point marquant dans l'évolution de la politique de l'eau en Europe. Si vous constatez ce qui s'est passé, vous verrez que c'est dans cette période, fin des années 80 et fin des 90, c'est qu'en Europe, dans la plupart de tous les pays, il y a eu de nouvelles législations sur l'eau. Et il y a partout, 89 en France, 91 en Espagne, aussi 89, 94 aux Pays-Bas, 92, 92, pardon, je suis un belgiciste, vous avez vu, 92 en Pologne, et 92, ça a été très considérable comme influence sur l'Europe, d'autant plus que ce sont les Européens qui ont imposé cela, les grands principes de la conférence de Dublin avant le sommet de la Terre en 92, lorsque pour la première fois dans l'histoire de la communauté internationale, les groupes dominants ont réussi à imposer l'idée que l'eau est essentiellement un bien économique. Et c'est à partir de cela, en 1994 par exemple, la loi en Italie, que dans toutes ces législations, le concept, le principe de l'eau en tant que bien commun, et plus bien économique, pardon, non plus bien commun, non plus bien social, non plus bien collectif, a été affirmé, de sorte qu'en 1993, l'école française de l'eau, effectivement, a plasmé le rapport de la Banque mondiale, qui est devenu la Bible de toutes les réalisations de la gestion de l'eau à travers le monde, grâce également à l'influence des grandes compagnies multinationales de l'eau privée française et anglaise, et ce fut la grande Bible qui est devenue celle de la gestion intégrée des ressources en eau, la GIRE en français, et qui était imposée effectivement par l'école française de l'eau. Et la gestion intégrée des ressources de l'eau, justement, représente ce tournant idéologico-culturel et politique de la politique de l'eau en Europe, et alors j'ai entré immédiatement à mettre en évidence quelle était la grande tendance principale, à mon sens, au cours des 20 dernières années. Il me semble qu'on peut dire que c'est la primauté d'une culture industrielle marchande privée de l'eau. Non seulement de l'eau au plan de la gestion, mais aussi de l'eau en tant qu'imaginaire, objet de l'imaginaire collectif, parce que, comme vous le savez pertinemment, l'eau est surtout partie intégrante de l'imaginaire. L'eau, quand on dit nous l'eau vie, ben c'est que dans l'imaginaire collectif, on pense que l'eau, effectivement, est synonyme de vie, et tant d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Quels sont les indicateurs qui me permettent de vous suggérer que la première grande tendance de ces 20 dernières années, c'est l'affirmation, malgré les échecs de la gestion privée, malgré les limites de la gestion participation publique, privée, malgré les retentissements faillites des approches industrielles, méga, multiservices, etc., eh bien, cette tendance s'est affirmée. Quels sont les indicateurs? Eh bien, le premier indicateur me paraît qui s'est imposé ces dernières années, c'est que on a fait pénétrer dans l'imaginaire collectif l'idée que l'eau est un bien coûteux. Combien de fois on entend dire toujours l'eau, oui, c'est bon, c'est bien, la nature, etc., mais ça coûte. Il y a un canot à faire, il y a un tuyau à faire, il y a la potabilisation, il y a les traitements, ça coûte. Qu'est-ce que cela a signifié concrètement? Parce que c'est aussi évident, normal que ça coûte. Mais le passage
nouveau est de dire, puisque ça coûte, ça doit être payé. Et puisque doit être payé, qui paye dans une société fondée sur l'économie capitaliste de marché plus en plus globalisée? Les consommateurs. Et le passage a été consommateur-payeur. Dès la théorie du coût correct, on est passé à la théorie du principe consommateur-payeur, qui a été élargi ensuite au principe de pollueur-payeur. Et donc, ce qui est intéressant, cette idée de l'incorporation dans notre imaginaire et dans notre culture de l'eau, que l'eau, puisque coûte, au fait, la responsabilité de la couverture des coûts passe de la collectivité à l'utilisateur, au consommateur individuel. Donc il y a de facto une véritable, substantielle individualisation utilitariste de l'eau à partir du principe mystificateur de dire plus que l'eau ça coûte, il faut la payer. Et puis donc on introduit dans un rapport, c'est qui vend l'eau, qui produit l'eau et la vend, et il y a quelqu'un qui achète. Et donc on a complètement déplacé l'idée de l'eau dans l'imaginaire comme bien collectif à un fait qu'au fond l'eau c'est un bien de consommation individualisé et dont le coût peut être divisible. Et ça c'est un concept fondamental du triomphe culturel, même auprès de nous, des gens de gauche. Le triomphe de la culture capitaliste de l'eau, qui dit, mais donc, puisqu'on doit payer en fonction de la consommation, donc les coûts de l'eau est divisible. Et vous savez que la divisibilité des coûts est le principe fondamental de l'économie capitaliste. L'indivisibilité des coûts, au contraire, est le principe fondamental d'une économie collective, d'une économie commune, d'une économie de partage, d'une économie de responsabilité, d'une économie de justice, etc. Le fait que, alors, finalement, le principe de consommateur-payeur, pollueur-payeur a été accepté partout, parfois même dans les gestions de régie, a réduit l'eau comme fondamentale à un gain de consommation finale. Et ce n'est pas par hasard que depuis 20 ans, on ne fait que parler de consommation d'eau. Or, techniquement parlant, quand on dit on consomme l'eau, signifie que l'eau est la partie d'eau qui n'est plus restituée au milieu naturel. Donc, du point de vue scientifique, on dit on consomme l'eau lorsqu'on ne la restitue pas au milieu naturel. Si on la restitue au milieu naturel, on la remet dans le cycle et elle n'est pas consommée. Mais nous, on a été habitués à considérer que désormais, puisqu'elle est un bien de consommation finale, qui fournit une utilité donc divisible, une utilité individualisable, selon le prix qu'on paye en fonction de l'utilité individualisable et qui est mesurée en fonction de l'utilité marginale qu'on retrouve en ayant accès à une quantité d'eau de bonne qualité. Deuxième, alors, grande tendance qui explique, un indicateur qui explique cette tendance industrialo-marchande privée, c'est l'inévitable ouverture au marché de l'eau, conçue dans l'intégralité du cycle global de l'eau. Et quand, l'année passée, l'Union européenne, lorsqu'il y avait la présidence hongroise, ils ont fait la grande ministérielle, conférence ministérielle que à chaque 6 mois, chaque présidence d'Europe organise. À Budapest, le thème central de la conférence interministérielle européenne est de regarder, déjà ils parlent interministérielle, ils ne parlent pas de conférence européenne ou communautaire, il n'y a plus. La conférence interministérielle au niveau de l'Union européenne, de l'eau à Budapest était axée sur value in water, c'est-à-dire donner une valeur à l'eau. Parce que tout le problème, à partir du moment où on entre dans la logique de l'ouverture au marché et du prix qui coûte, ben, où est la valeur des différentes phases de l'eau? Comment est-ce qu'on établit la valeur? Il faut savoir alors combien coûte un terrain, par exemple, que vous expropriez pour maintenir la protection pendant 50 ans d'une source.
comment est-ce qu'on a valu la valeur de cet terrain? Et comment on a valu la source qu'on a protégée pendant 50 ans? Et en effet, les gens sont obligés maintenant de commencer à donner une valeur économique, monétaire à l'eau. Parce que sinon, ils ne peuvent pas déterminer les vrais coûts. On ne peut pas déterminer les vrais coûts de production, de protection, de sauvegarde, de traitement, etc. Et si on ne peut pas définir de manière transparente, visible, du point de vue de la logique marchande financière, comment est-ce qu'on fixe les prix? Comment est-ce qu'on fixe les taux de rentabilité? Comment on fixe les taux de profit? Parce que selon les financiers, comment est-ce qu'ils vont dans l'eau s'ils ne sont pas sûrs qu'au moins le retour sur l'investissement est 10-12%? Mais comment est-ce qu'on détermine le 10-12% en termes de profit si on n'a pas la valeur économique, monétaire, marchande de toutes les activités du cycle intégral global de l'eau? Et c'est pour cela que, aujourd'hui, du point de vue de la recherche, comme M. Chenet disait, du point de vue de la recherche actuelle, sur le plan économique comme technologique, le problème majeur aujourd'hui, c'est donner une valeur monétaire à l'eau. C'est dans le cadre de la monétisation de la nature que, comme vous savez, en 2003, à Monterrey, dans le cadre de l'activité des conférences des Nations Unies, pour savoir comment est-ce qu'on peut tirer maintenant les meilleurs résultats d'une valorisation et exploitation des ressources de la planète, on a dit, bon, monétisons la nature, monétisons les forêts, monétisons les espèces microbiennes. Et comme ça, au fur et à mesure on a monétisé la nature, on sait le coût de la nature, donc on sait le coût écologique, donc on sait le coût d'un service écologique. Combien de fois maintenant, depuis des années, on vous parle qu'il faut rémunérer les services environnementaux et que désormais il faut maintenant économiquement évaluer le service que rend une petite source, que rend cette petite rivière, que rend un petit lac, que rend un petit mare, etc. Combien de fois désormais? Et qu'on parle le coût du service environnemental. Et alors il est clair que cette monétisation de l'eau a introduit une notion qui confirme l'industrialisation marchande privée de l'eau, c'est qu'on applique maintenant l'approche de la chaîne de la valeur au cycle de l'eau dans la gestion de l'eau. Et la notion de chaîne de la valeur signifie que je peux capter à chaque phase du cycle de l'eau, protection des zones de captage, production de l'eau, captage de l'eau, potabilisation de l'eau, distribution de l'eau, usage de l'eau, traitement de l'eau, recyclage de l'eau, etc., etc. À chaque cycle, il y a une valeur. Et j'ai la chaîne de la valeur de l'eau, produit, bien intermédiaire, bien de consommation finale. Ce n'est pas par hasard qu'alors cette monétisation de l'eau et l'introduction de la chaîne de la valeur, qui est typiquement d'une gestion industrielle d'une entreprise capitaliste, devient encore plus intéressante à partir du moment où cette entreprise est cotée en bourse. Parce que dans une économie capitaliste financiarisée, le temple final de la définition de la valeur, c'est la bourse. Et ce n'est pas par hasard que Brabeck, président de Nestlé, l'année passée avait proposé que face au problème de la raréfaction croissante de l'eau disponible bonne pour l'usage humain, Nestlé propose la bourse mondiale de l'eau, qui alors va faire la sélection entre les usages concurrents alternatifs de l'eau. Cette industrialisation marchande privée a poussé la libéralisation, a poussé la privatisation et a poussé, et je termine sur cette première partie, a poussé vers l'émergence d'une gestion de l'eau qui porterait sur l'ensemble du cycle de l'eau par des entreprises multiservices. Et c'est parce que c'est logique. C'est logique que je ne fasse pas une gestion de l'eau mono-service, mono-eau. Mais je vais faire tout. Je vais faire la gestion
gestion du territoire, je vais faire la gestion des bassins, je vais faire la gestion des déchets, je vais faire la gestion de la communication, je vais faire la gestion du secteur de construction et travaux publics, je vais faire le secteur de l'information de la communication. Alors, il fait la grande société, donc multi-services, multinationales, parce que alors j'applique le problème de la chaîne à valeur à la gestion de Toronto comme à la gestion de Pékin, et je peux le faire avec la même méthodologie technique, aussi bien de la technologie des processus de production qu'aussi bien de la technique de gestion financière ou administrative du service de l'eau. Et ça, donc, s'est traduit dans toutes les dispositions de l'Union européenne, laquelle finalement est arrivée à dire qu'il n'y a plus de services d'intérêt général. L'eau ne fait plus partie des services d'intérêt général. Vous le savez que désormais l'Europe dit l'eau fait partie des services d'intérêt économique et donc doit être ouverte au marché. Et désormais on l'appelle l'eau qui fait partie des services dits de l'industrie de réseau. Et l'eau est la même que l'énergie, l'eau est la même que le téléphone, l'eau est la même que les autoroutes, parce qu'aussi bien les autoroutes que les télécoms que l'énergie sont des industries de réseau. Et alors, l'eau étant industrie de réseau ne peut être que gérée par l'économie des réseaux. Et l'économie des réseaux n'a pas de frontières, n'a pas de barrières, ils sont interconnectés. Et toute la grande explosion de l'industrie de la logistique en Europe, qui fait tous les grands centres de logistique, informatique, de transport et de communication, est en train d'investir l'eau. Et que donc l'eau devient ce qui fut la stratégie fondamentale des entreprises de l'école française, un bien économique, industriel, marchand, financier, de réseau globalisé. Deuxième tendance, c'est que cette vision a eu comme conséquence, et bien entendu, moi je vous ai prévenu, c'est un peu arbitraire l'accent que je mets, mais à mon sens, à mon avis, nous permet de comprendre les grandes tendances de sous-fond et d'aller au-delà des discours, disons, conventionnels, essayer de comprendre les vagues de fond, les grands courants marines qui traversent la politique de l'eau dans nos sociétés. La deuxième, c'est la démunicipalisation publique et la déterritorialisation des espaces de vie liés à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ça signifiait concrètement qu'on est passé de la municipalisation de l'eau, aussi bien dans l'imaginaire que dans la gestion. L'eau est notre commune, quoi. L'eau, ça vient de mes ancêtres, l'eau vient du village que je connais, quoi. L'eau, ce sont nos ancêtres qui ont fait les fontaines d'eau. Et la fête des villages, quand la première fois ouverte une fontaine, c'est extraordinaire. Il y avait le curé, il y avait l'évêque qui arrivait à cheval, on faisait les fêtes. Ça, c'est la municipalité de l'eau, c'est ça. La municipalisation de l'eau, cette expérience locale d'efforts, des risques, des difficultés, de participation des gens. Et on est passé à la territorialisation de l'eau comme zone de production de richesse pour le capital investi. C'est pour cela que l'or bleu, c'est pour cela que l'expression dont vous, M. Genet, vous avez rappelé les débats entre l'eau et l'or, etc., c'est parce que la transformation en bien économique signifie la transformation des systèmes de richesse liés à l'eau, et donc la démunicipalisation a fait affirmer une territorialisation purement économique de la ressource. Et c'est pour cela qu'on parle de ce qu'on appelait le grand Bible de la Banque mondiale de l'école française qui dit gestion intégrée des ressources en eau.
est désormais le pilier culturel, idéologique de notre vision de l'eau, c'est l'eau est une ressource qu'il faut bien sauvegarder, qu'il faut bien valoriser, parce qu'un capital, c'est de l'or bleu pour les générations futures, et ça permet de pouvoir tirer du richesse de nos territoires, la possibilité après d'exporter, vendre nos savoirs, nos métiers, ainsi de suite. Et alors, c'est pour cela qu'il explique que désormais, on vous dit la gestion au niveau des petites communes, des petits municipalités, ça ne sert à rien. Il faut l'agglomération, il faut l'intercommunal de plus en plus grand, il faut des alliances dans toutes les ramifications de l'industrie du réseau, il faut impliquer les privés, il faut impliquer les... Et vous, en France, vous avez développé que l'eau, désormais, c'est un atout régional des pôles de compétitivité. Et rappelez-vous que la région du Languedoc est, en France, l'antécédent, les turiféraires de la transformation de la gestion de l'eau en territoire compétitif. Et vous connaissez Suelia. Suelia est l'alliance entre Suez et Veolia qui se sont emparés du Languedoc, des 450 entreprises qui opèrent sur le territoire, de l'Université de Montpellier, et se présentent comme les grands instruments de l'État français dans la conquête de la coopération et du développement à travers le monde. Et vous devez savoir que Suelia a 1378 contrats de présence de l'école française, la culture et l'industrie française de l'eau dans le monde entier. Cette démunicipalisation s'est traduite par le fait que maintenant la compétence sur l'eau a été atomisée, on a fait un soubrage entre tous les niveaux dits publics, de sorte qu'il n'y a plus une responsabilité claire du public. Est-ce que c'est l'État français qui fait la politique de l'eau? Est-ce que c'est l'Union européenne maintenant, avec la directive 4, qui fait la politique de l'eau ici à Martinique? Est-ce que c'est Martinique? Est-ce que c'est les pays de l'agglomération de Martinique? Est-ce que c'est la Méditerranée qui fait... est-ce que c'est la PAC? Est-ce que c'est la Banque mondiale? Et le public a explosé. Et non plus de public à subsidiarité, à niveau hiérarchique, mais subsidiaire, pas hiérarchique, centralisateur, etc. C'est maintenant, c'est diffusé. Une diffusion du public émiettée finalement. Parce que vous avez la commune, vous avez la région, vous avez l'État, vous avez l'Europe, vous avez la Banque mondiale, vous avez les traités internationaux, et on ne sait plus qui est le public. On sait au contraire quels sont les bassins de profit liés à l'eau. Et alors, c'est pour cela qu'est intervenu un autre grand élément dans cette deuxième tendance, c'est la financiarisation de l'eau. La financiarisation de l'eau en Europe a pris 4 formes principales. La première, la prise de participation du capital du secteur privé dans les entreprises même publiques. Parce que la pression du monde européen, elle disait il faut que le public ouvre au privé. Par exemple, dans certains pays, on dit jusqu'à 51 reste public, mais 49% du capital peut être... dans certains pays, maintenant, on dit que le maximum 30% doit être public. Vous, en France, vous avez inventé les SEM, les sociétés d'économie mixte. Vous avez quelques-unes sociétés d'économie mixte. C'est l'ouverture au marché au capital privé, qui ne pouvait pas, dans certains cas, dépasser 20%, mais enfin, bref, mais on sait ce que signifie 12% d'un capital privé. La financiarisation, donc prise de participation par le privé du capital, a signifié introduire un cancer, une tumeur dans la logique du bien public commun et de la gestion publique. Parce qu'à certains moments, il est évident que les actionnaires publics n'attendaient qu'un dividende le plus important, parce que sinon, comment ouvrir?
un capital privé, ça ne doit pas un espoir des dividendes supérieurs. Excusez-moi, ce serait con de le faire. Je ne s'attend pas des dividendes. Hein? À moins qu'alors on est contre, et moi, et vouloir aller coucher, faire l'amour avec les privés, sans avoir rien du tout, même pas de satisfaction. Donc, la deuxième forme, c'est les fusions et les acquisitions, et les fusions entre entreprises, publiques ou privées. Voilà, Suelia, avec les autres entreprises, même en Égypte, dans la région de Languedoc, c'est cette deuxième forme de financiarisation. Troisième forme de financiarisation, c'est les fonds d'investissement. À partir de 2000, Pictet a été la première banque suisse et mondiale qui a créé le fonds d'investissement dans l'eau. Et a dit, si vous me donnez vos épargnes, moi je vais investir vos épargnes dans les 12 entreprises suivantes. Et les 4 françaises étaient là-dedans en première place. Et entre 2000 et 2006, Pictet a ramassé 9 milliards de dollars pour être investi comme un fonds spécialisé d'investissement dans le domaine de l'eau. Pourquoi? Parce que les entreprises d'eau avaient un retour sur l'investissement supérieur à la moyenne mondiale. Les entreprises qui recevaient l'argent de Pictet arrivaient même à 22% du retour sur l'investissement après impôt. Et quatrième modalité de financiarisation, c'est qu'à partir des années 90, suite à la réforme totale du système financier, on a éliminé tout institut de crédit public. Il n'y a plus en Europe un seul institut de crédit public. Même la caisse de dépôt et de consignation n'est plus publique. Et alors, il est clair que quand un opérateur ou quand les collectivités locales ont besoin d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font recours au marché des capitaux. Au marché des capitaux nationaux ou internationaux. Et alors, c'est cette financiarisation, ces 4 modalités, qui a expliqué ces 2 grandes tendances. Conclusion comme proposition. Il me semble qu'il y a 3 pistes qui doivent être explorées. La première est liée à mes dernières observations. Il faut désarmer la finance privée, il faut sortir le domaine de l'eau comme les biens communs de la soumission à la finance privée. Il ne devrait pas y avoir des entreprises autorisées à être CAC 40. Il ne faudrait pas avoir des entreprises cotées en bourse. On ne peut pas coter en bourse l'eau. Et on ne peut pas accepter que les 20 prochaines années, les besoins d'investissement considérables, vous l'avez parlé sur les traitements, etc., la lutte contre les changements climatiques, on a estimé en l'an 2000 que pour limiter les dégâts des conséquences du changement climatique d'ici 2075, l'Europe devrait investir pendant 20 ans 27 000 milliards d'euros. Où est-ce qu'il va trouver l'Europe les 27 000 milliards d'euros? Sur le marché des capitaux privé. Si tel est le cas, oubliez démocratie, oubliez justice, oubliez liberté, égalité, fraternité qui est sur le fronton de cette mairie, oubliez tout ça. Donc, il faut arrêter la privatisation de la finance publique. Et il faut réinventer la finance publique pour le financement des investissements publics dans les domaines publics, pour les intérêts publics, dans les services publics. Tant que nous restons dans cette logique de financement privé, des investissements pour les services publics, les biens publics, dans l'intérêt public, la collectivité publique, on est un peu fou, quoi. On est complètement à côté de la plaque. Donc, première proposition pour le forum alternatif de Martigues, réinventer la finance publique et les instituts de crédit public.
pour tous les financements des biens et des services publics, il faut des instituts de crédit public. Deuxième proposition porte effectivement sur l'imaginaire. La transformation culturelle de l'imaginaire par l'eau bien économique a été dévastatrice, et si on n'élimine pas ça, on ne sortira pas. Et c'est pour cela qu'il me semble que nous devons réaffirmer que si c'est vrai que l'eau est vie, la partie relative au droit à l'eau et à l'assainissement, je ne dis pas l'eau pour les piscines, je dis la partie qui est considérée comme essentielle et suscitable pour la vie et le bien-être collectif. Cette partie doit être réaffirmée qu'elle est sacrée. La sacralité de l'eau en tant qu'expression de la sacralité de la vie doit être et devenir une espèce d'acte central de l'éducation citoyenne et de l'éducation républicaine. On ne peut pas accepter la désacralisation de la vie. Quand je dis sacralité de la vie, je ne pense pas aux gens qui croient en Dieu. La sacralité de la vie existe indépendamment que vous croyez en Dieu ou pas. La sacralité de la vie est laïque, mais pas nécessairement religieuse. Et donc, si dans nos jeunes, nos enfants, on n'explique pas que la vie est sacrée, c'est pour ça qu'on a le droit à la vie, et que l'eau qui est la vie est aussi sacrée, mais ils sont prêts immédiatement à consommer, ils sont consommateurs. Ils resteront consommateurs. Et ils accepteront une tarification sociale si jamais ils ont été éduqués aussi à faire de la charité. Parce que la tarification sociale, c'est dire, tu ne payes pas si tu es pauvre. Ben, quelle notion de droit est-elle, ça, le fait de dire que tu ne payes pas si tu es pauvre, que tu dois payer les droits si tu es riche. Ce n'est pas nouveau, ça. Et donc, la sacralité de la vie, l'action des communes est telle. Troisième proposition, vous savez que la seule chose bonne qui existe en ce moment au niveau de l'Union européenne, avec le nouveau traité de Lisbonne, c'est l'introduction de l'instrument de l'initiative citoyenne européenne. Vous savez que maintenant, 1 million de citoyens européens peuvent demander à la Commission que la Commission propose ce que les citoyens proposent à la Commission de proposer. Donc c'est encore un tout petit peu, c'est pas la vraie démocratie. Mais enfin, 1 million de signatures peuvent dire à la Commission, moi je veux que tu proposes au service au Parlement européen tel nouvel acte législatif. Nous venons de lancer, mon institut et d'autres associations du monde européen, on vient de lancer l'initiative des citoyens européennes pour l'eau aux citoyens, les droits à l'eau, patrimoine de l'humanité, n'est pas en vente. Et nous lancerons en mars de l'année prochaine la collecte d'un million de signatures. Ma proposition est de donner priorité à cet acte citoyen, que toutes les municipalités, que tous les mouvements associatifs forts appuient cette initiative. Et j'ai une proposition précise à Martigues, comme à d'autres municipalités qui sont amies. Si on pouvait obtenir pour cette initiative citoyenne européenne 1 million de signatures, ce ne sera pas facile. Hein? Que certaines municipalités disent, nous appuyons ça, et on récolte les signatures dans notre hôtel de ville. L'hôtel de ville qui est l'hôtel des citoyens. Nous, on ouvre les portes pour être le lieu de la récolte des signatures. Voilà, si on pouvait obtenir ça, ce serait une centaine de villes en Europe qui seraient les lieux ouverts de la maison du citoyen qui dit j'accueille les citoyens pour récolter les signatures. Me paraît un geste symboliquement et politiquement fort. Merci beaucoup. C'est un bus entièrement autonome en énergie. Alors hormis le moteur puisque
vu que le but étant de la présentation aux gens, il faut bien le déplacer. Mais c'est l'équivalent d'un logement pour 5-6 personnes, avec tout le confort, qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Du coup, on fabrique notre électricité avec des panneaux photovoltaïques, on fabrique notre eau chaude avec des panneaux solaires, et en plus on va recycler nos eaux usées. Voilà. Ah, carrément. Donc on a à bord une mini centrale d'épuration et on a une mini centrale de potabilisation. Quel est le but quand même de ce bus, en gros, dans le sens de dire on est autonome, certes, mais à un moment donné c'est un bus, quoi. C'est pas des bus qui demain vont être commercialisés. Ah non, alors le but pourquoi on a fait cette installation dans un bus, c'est pour pouvoir la déplacer et pour pouvoir la proposer aux gens. Parce que le but de l'écobus, comme on l'a fait là avec la caravane de l'eau, c'est d'aller dans les diverses régions, montrer les énergies renouvelables, les solutions que l'on a avec les énergies renouvelables et montrer que c'est possible, hein, qu'on n'est pas sur une utopie de l'énergie renouvelable, quoi. Donc à partir du moment où on le déplace, eh ben, on l'a fait sur un bus. On le fait aussi, nous on a notre projet qui est aussi un catamaran solaire qui est en construction à Marseille, dans le même but. Voilà. Sauf que le catamaran solaire, lui en plus, on arrive même à faire sa propulsion au solaire. Vu qu'on a besoin du moteur électrique que de temps en temps pour rentrer dans un port, sortir dans un port. Donc du coup, on arrive à faire sa propulsion même à l'énergie solaire dans ce cas de figure. Pour le bus, c'est pas le cas. Le bus, c'est un logement de 6 personnes. On le déplace, mais c'est pas le but, voilà. Avec tout confort, je vois. Tout confort. Tout confort. Y compris salle de bain, on le verra. Voilà, alors on a la machine à laver, on a le sèche-linge, on est même allé jusqu'à mettre un sèche-linge qui est réputé pour étant le gros consommateur de l'histoire. On a mis un sèche-linge. Pourquoi ? Parce que dans l'après-midi, quand les panneaux ils donnent à fond et que les batteries sont chargées, on arrive à se faire un sèche-linge, à sécher les affaires, comme dans une maison classique. Frigo, congélateur, micro-ondes, four multifonction, plaque à induction. On est allé jusqu'au bout de lave-vaisselle. Lave-vaisselle derrière moi, lave-vaisselle. Voilà. Alors lave-vaisselle, c'est aussi parce que c'est un lave-vaisselle qui fait que 14 litres. Pour laver 14 couverts, si on tombe, voilà. Et donc c'est imbattable en termes d'économie d'eau, c'est imbattable. Donc, mais l'eau elle est propre à la consommation. Oui, tout à fait. Alors en fait, on a la pièce maîtresse de mon système d'eau, c'est un désalinisateur. Le désalinisateur, il fait de l'eau à partir de n'importe quelle eau, il fait de l'eau potable. Donc je m'en sers quand j'ai pas accès à l'eau, je m'en sers pour recycler mes eaux usées. Quand j'ai accès à l'eau, je rejette mes eaux puisque ce sont des eaux organique, dans le sens où j'utilise que des produits biodégradables, donc du coup que des eaux organiques, je peux rejeter mes eaux et à ce moment là avec mon dessal je vais pomper à la mer et refaire mon kit. J'ai 1000 litres d'eau, je vais refaire mon kit d'eau de 1000 litres en pompant l'eau à la mer ou à pomper dans une rivière. Ce qui sort du désalinisateur, c'est un système d'osmose inverse, c'est de l'eau pure, voilà. Ensuite, on est obligé de la retraiter un petit peu parce qu'on est obligé de la mettre dans des réservoirs. Comme on est quand même sous des latitudes où il fait un peu chaud, il faut faire attention que l'eau ne tourne pas. On la traite un petit peu et du coup, on obtient une eau de dite qualité lavage pour pouvoir faire le lave-vaisselle, la machine à laver, la vaisselle, etc. Une eau potable qu'on va utiliser par exemple pour faire les pâtes, la cuisine, se laver les dents, etc. Et spécifiquement, vraiment en flux tendu, parce que c'est l'eau qui est la plus fragile, une eau pure qui va être l'eau de boisson. Voilà, on a 3 types d'eau. C'est pour ça qu'il y a 3 robinets à l'évier. Extraordinaire. Voilà. Et ça, ça, on peut demain le faire dans le cadre d'une maison pour 5-6 personnes, c'est ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai un ami, je disais tout à l'heure à d'autres personnes, j'ai un ami qui est dans le massif des Morts, qui est en zone verte, donc sa construction existe, donc il est là. Il est sur le modèle de l'écobus en fait. Il s'est basé sur les installations que nous on avait déjà faites et en fait il a le même système que l'écobus. Alors donc du coup là on est vraiment en extrapolation réelle. Voilà, extrapolation réelle. Hein, il a les panneaux photovoltaïques, les convertisseurs, il fait la récupération d'eau de pluie parce que nous aussi il a le panneau solaire.
en fait, canalise l'eau de pluie et on récupère, on a 30 mètres carrés de récupération d'eau de pluie sur le toit. On essaye de rien perdre, quoi. Voilà, on essaye de rien perdre. Et lui, de la même manière, il récupère son eau de pluie, il a une eau de forage. Quand il est excédentaire au niveau de l'eau de pluie, il la renvoie dans le forage. Et pareil, il a un système vraiment pour pouvoir recycler ses eaux au cas où ses niveaux baissent, de la même manière que ce qu'on a là. Voilà. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc là, on a 3 robinets. On a le robinet d'eau de lavage pour faire la vaisselle, etc., etc. On a le robinet, c'est l'eau de boisson, c'est l'eau pour faire la cuisine, les pâtes, se laver les dents, etc. Et ici, on a de l'eau pure pour l'eau de boisson. Ça passe par un osmoseur inverse. Et là, on a vraiment l'eau spécifique de boisson. Le Pays d'Aubagne souhaite passer en régie publique, c'est ça? Alors, le Pays d'Aubagne souhaite mettre en place une gestion publique de l'eau et de l'assainissement. C'est différent d'une régie publique, parce que vous avez choisi, vous, je crois, la SPL. Voilà, c'est-à-dire qu'après avoir étudié les possibilités de mise en place de régie, la régie nécessitait un transfert de la compétence eau. Et aujourd'hui, compte tenu des disparités justement des communes composant la communauté d'agglo, ce n'était pas vraiment possible ni faisable. Donc on s'est orienté vers la mise en place d'une SPL. La communauté d'agglo, c'est combien de communes? C'est 12 communes. 12 communes et des habitants? Bonne question. 100 000, non? Non. Oui, 101 000, 101 000, Alors, tout à fait. Ouais. Ça ne pas, ça, je le savais. Vas-y, passe. Passe. Et le nombre d'habitants? 101 000 habitants. 101 000 habitants. Oui. Donc, la SPL. Mais avant, pourquoi passer en régie publique? C'était quoi le but de passer en Voilà, la gestion publique. Pourquoi passer en gestion publique, justement? Pour tous les avantages que justement procure la gestion publique, c'est-à-dire être maître de son eau, de l'eau potable, et puis rendre à l'usager le meilleur service au meilleur prix. Je crois que c'était vraiment ça l'idée politique de départ. Parce que les élus estiment aujourd'hui que le service n'est pas assez bien rendu, c'est ça? Non, les élus pensent que justement un délégataire est aussi dans l'optique de faire du profit sur l'eau et que donc une gestion publique est garante de ne pas faire de profit, de réinjecter justement les excédents dans son service d'eau. La SPL pose des questions aussi en même temps par rapport à la régie. Comment vous défendez ce système-là? Alors, la SPL, ce qu'il faut savoir, c'est que son actionnariat est 100% public. Il ne peut pas y avoir d'actionnaires privés qui rentrent dans l'actionnariat de la SPL. Donc, c'est vraiment la garantie d'une gestion publique. Deuxième chose, la SPL est soumise à des contrôles internes et des contrôles externes extrêmement poussés, peut-être même plus qu'une régie. Donc, il n'y a pas de question à se poser sur justement l'efficacité en termes de gestion publique. Quand le Pays d'Aubagne va gérer son eau, c'est-à-dire quoi? Il va gérer la distribution ou il va y compris gérer toute la chaîne distribution, Ouais. assainissement, y compris captation? Alors aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que la SPL s'oriente vers une gestion donc, publique de l'eau pour au minima les communes d'Aubagne et de la Penne-sur-Yvonne, puisque le contrat de délégation arrive à son terme au 31 décembre 2013. Les autres communes ou structures composant le territoire de la communauté d'agglo seront libres de venir ou pas dans cette SPL. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, au niveau du curseur justement de l'action de la SPL, va dépendre des négociations qu'on mène avec Marseille et la SEM, et à savoir justement la récupération de l'usine de potabilisation. D'accord. Donc c'est vraiment l'issue de ces négociations qui va déterminer si la SPL prend en charge la production ou reste juste sur la distribution. Oui, parce qu'à un moment donné, ça pose aussi la question de compétences, de recherche et développement y compris. Donc tout ça, des métiers qui aujourd'hui ne sont pas de la compétence, ou en tout cas ne sont pas fournis par Aubagne ou par la Penne-sur-Yvonne. Donc il faudra soit un transfert de compétences ou en former de nouvelles personnes, quoi. Tout à fait. Donc c'est pour ça que plus vite la SPL se crée, plus vite on rentre dans l'opérationnel, dans la constitution des équipes. On dit souvent que le fait on dit aux villes, ne rentrez pas en gestion publique, parce que justement vous n'avez pas ces compétences ni cette formation. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, je réponds que dans mon ancienne vie, justement, j'ai accompagné la mise en place d'une régie après 30 années d'affermage, et ça s'est très bien passé. Il suffit juste de s'organiser, de bien s'entourer, et puis il n'y a aucun souci. Le but demain, c'est faire baisser le prix de l'eau, y compris? Le but demain, c'est de rendre à l'usager le meilleur service au meilleur prix. Donc pas forcément le baisser, peut-être d'ailleurs, mais si en tout cas il ne baisse pas, il y aura forcément un service optimisé, sur le court terme comme sur le long terme. Et de l'argent qui ne partira pas chez les actionnaires. Voilà, c'est de l'argent forcément réinvesti. L'argent qui tourne, quoi. Tout à fait, c'est ça. L'eau paye l'eau.
Le service d'eau paye le service d'eau. Régie publique de l'eau, avec une population très exigeante, donc un règlement intérieur à la mesure des exigences de la population. D'abord, c'est parce qu'il y a une implication forte dans la décision de la part des usagers. Non seulement des réunions publiques, mais un investissement associatif, des comités attaques, UFC Que Choisir, CGTN de COSA, les associations familiales. Les partis politiques, dans leur diversité, présents dans les conseils municipaux de la communauté d'agglomération. Donc en effet, de fil en aiguille, sont montées les exigences pour prendre en compte les usages de l'eau dans leur diversité et ne plus confondre l'eau utilisée dans la salle de bain et la cuisine avec l'eau utilisée par les industries et les commerces. Donc ça nous a amené à développer de la gratuité dans l'accès à l'eau indispensable pour être vivant, puisque 3 jours sans eau et vous êtes mort, et une progressivité dans les usages familiales, parce que l'usage de luxe, l'usage de confort ne peut pas être accessible dans les mêmes conditions financières que ce qui est indispensable pour être en bonne santé. Et puis les usages professionnels ou les usages d'administration ne sont pas accessibles dans les mêmes conditions. Et ça, nous le devons à un travail partagé entre les élus, représentants du peuple, certes, mais les usagers du service de l'eau, qui au travers de leurs représentants associatifs et syndicaux, ont eu des exigences supplémentaires. Et ensemble, nous avons construit la règle commune autour de la ressource en eau. La règle commune dans le cadre de la gratuité, vous avez pris en compte les familles monoparentales comme les familles nombreuses dans cette gratuité ou pas? Alors, nous avons créé un droit à l'eau. On ne peut pas dire que l'eau est l'égale de l'air et du rayon de soleil, que c'est un bien commun de l'humanité indispensable à la vie et en tirer aucune conclusion. Continuer à dire que les gens qui sont en difficulté doivent aller revendiquer leur obol, leur aide sociale, le béret sous le bras. Non. Si on dit que c'est un droit pour ne pas mourir de soif, pour vivre dignement, alors c'est un droit. C'est le même pour tous. Ce n'est pas la situation sociale qui détermine l'accès au droit, c'est le droit imprescriptible de l'humain pour être vivant et pour pouvoir s'épanouir. Alors à ce moment-là, c'est une gratuité générale qui s'exerce sur un pourcentage de l'eau consommée. Vous comprenez? Et après, on arrive à un certain seuil, il y a un tarif qui s'applique, puis ensuite il y a une progressivité parce qu'au-delà d'un certain seuil, chez nous, 120 mètres cubes, on a constaté que toutes les familles nombreuses étaient en dessous de 120 mètres cubes, donc elles payent 37% moins cher que du temps de la multinationale Veolia. Et elles ont les volumes gratuits et le compteur gratuit. D'accord? Et ça, c'est toutes les familles. Et à partir de 120 mètres cubes, les consommateurs, les usagers qui consomment plus de 120 mètres cubes, eh bien, il se trouve que, parce qu'on peut le faire à l'échelle d'une commune, ce qu'on ne fait jamais avec une multinationale, c'est observer le rapport à la consommation des familles, quartier par quartier, et se rendre compte qu'il y a des quartiers où il y a peu ou pas de familles nombreuses et qui ont des consommations bien supérieures aux quartiers populaires. Et là, il faut commencer à aborder la chose en disant là, on touche à un usage de confort qui n'est pas forcément indispensable à la vie. Il doit être un peu plus cher dans son accès. Ça a été largement partagé? Alors, oui, le passage en régie publique a été largement partagé. Alors, du fait de plusieurs choses. Nous ne cherchions pas le plébiscite autour de l'idée. Nous avons certes obtenu 95% des votants en faveur de la régie publique dans la votation citoyenne que nous avons organisée au mois de juin de 2010. Mais surtout, nous avons eu une participation aux réunions publiques, mais quand nous avons pris le temps de regarder ce que représentaient les 4 949 personnes qui avaient participé à cette votation, nous nous sommes rendus compte que par leur adresse de provenance, de résidence, ils représentaient 70% des compteurs du territoire. Ça nous a donné un sacré mandat. Alors bien sûr, il y a des compteurs collectifs, je le sais, et qu'une personne issue d'une résidence avec compteur collectif représente un compteur. Mais la majorité chez nous, ce sont des compteurs individuels. Donc voilà, il faut regarder les choses dans leur ensemble. 70% des titulaires de compteurs qui participent à une votation citoyenne, ça donne mandat, ça donne des devoirs aux élus d'aller au bout de l'engagement qu'ils prennent quand ils vont au contact de la population pour dire voilà quelle est la réalité. La gestion publique, ça donne ça. La gestion privée, ça donne ça. À vous de choisir. Nous sommes favorables à la régie publique, mais c'est vous
qui aurait le dernier mot. Et au bout du compte, on parle économie, Oui. au bout du compte, ça fonctionne aussi de ce côté-là? En termes économiques, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, Ah, vous n'êtes pas endetté, ou est-ce que d'accord. l'eau n'a pas augmenté? Est-ce qu'à un moment donné, Bien les sûr. compétences, vous les avez retrouvées, ainsi de suite, quoi? Parce que Alors, c'est bien beau de faire ça, mais dans derrière- votre question, il y a différentes choses. Il y a d'abord des choses sur lesquelles il faut arrêter de se faire enfumer. Comparer un compte de résultat dans le cadre d'un contrat avec une multinationale et un compte d'exploitation d'une régie, c'est très simple. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il y a 4 grandes différences. Dans un compte d'exploitation d'une régie publique de l'eau, il y a 4 lignes de différence avec le compte de résultat. Dans le compte de résultat de la société, vous avez des impôts locaux. Je passe, c'est pas le principal. Vous avez des impôts sur les sociétés. Vous avez des frais de siège et de recherche. Des mots habiles pour masquer la remontée financière à la holding. Et enfin, vous avez un résultat de fin d'année. Ces gens ne sont pas des philanthropes, ils ne perdent pas d'argent. Il y a un résultat à la fin de l'année. Vous prenez le compte de résultat de l'année d'après, la somme qu'il y avait en bas de l'année d'avant, vous la cherchez, elle est partie. C'est-à-dire que les gens payent dans leurs factures, pas seulement le service de l'eau quand il y a un délégataire privé. Ils payent 4 lignes qui représentent toujours 25% de plus que dans le compte d'exploitation. Dans le compte d'exploitation d'une régie publique, quand vous payez votre facture, l'argent que vous avez payé, même s'il y a une année, le service il s'est comporté de telle manière qu'il y a eu des économies de fait, et ben vous prenez le compte d'exploitation de l'année d'après, vous retrouvez vos sous. Parce qu'ils sont dans les recettes, la ligne recettes du compte d'exploitation de l'année d'après. L'eau reste là, elle reste à Martigues, elle reste à Viry-Châtillon, l'eau qu'on a payée par notre facture. Vous comprenez? Elle ne s'en va pas faire autre chose. Donc, on les retrouve soit parce qu'il y a plus d'investissement l'année d'après sur les installations, soit parce que les élus disent, avec les usagers, on va baisser le prix, par exemple. Bref, ça reste là. Mais je voulais dire, il y a pas On de perd déficit, rien. on perd Et rien, il y a pas alors, de déficit. Alors, il ne peut pas y avoir de déficit. Parce que la loi est faite ainsi. L'eau paye l'eau. Donc, l'équilibre du service se fait par la facture de l'usager. Donc, si une année, on a fait de mauvaises prévisions, on est obligé l'année d'après de tenir compte dans la tarification de ce qu'il faut pour équilibrer le service. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne peut jamais y avoir de déficit. Donc gestion très pointue, quoi. Très pointu, il faut être dans une prospective financière et puis il faut savoir corriger. Hein. Des choses augmentent, on augmente aussi parce que des coûts augmentent et d'autres baissent, il faut savoir baisser. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons 6 personnes à plein temps pour accueillir les usagers, faire les factures, gérer les contentieux s'il y en a, assurer l'astreinte 7 jours sur 7, nuit et jour, 24-24 des tuyaux, la responsabilité de la régie. Ces personnes sont à plein temps pour une seule commune. Voyez-vous? On n'a jamais eu ça du temps de la multinationale. Les usagers, au bout d'un an et demi, beaucoup les connaissent par leur nom, c'est tout le temps les mêmes. Il y a un numéro vert pour les appeler si on a un quelconque doute sur la turbidité de l'eau, sur la pression, sur quelque chose qu'on observe, pas forcément chez soi mais dans la rue. Bref, il y a un service public de proximité, il y a quelque chose qui s'opère. On fait 6 fois plus d'investissement que du temps de la multinationale. Les tuyaux ont une durée de vie de 100 ans. Trouvez-vous normal, parce qu'elles sont intéressées à vendre de l'eau, donc intéressées à ce qu'il y ait des fuites dans le transport, parce que dans votre prix à la sortie, elles vous facturent le prix moyen de ce qu'il a fallu potabiliser. Chez moi, ça représente 250 000 mètres cubes qui sont perdus entre l'entrée de la commune et ce que les gens consomment. 250 000 mètres cubes. Ça représentait, dans l'économie précédente, l'équivalent de 200 000 euros de mètres cubes facturés pour rien. Je ne dis pas qu'on peut faire zéro fuite. C'est pas vrai, il n'y a jamais zéro fuite. Mais on peut au moins renouveler les installations en tenant compte de leur durée de vie. De la fonte grise ou des matériaux composites, on sait très bien combien de temps elles durent. Si elles sont mises dans de l'argile, dans du sablon ou dans un assemblage terre-pierre, on sait qu'avec les glissements de terrain, les choses vont plus ou moins bien vieillir. Moi, j'y connais rien à la base. J'ai compris tout ça en avançant. Eux, ce sont les ingénieurs et les techniciens dans ces entreprises. Ils le savent eux aussi. Mais ils sont tellement mis sous pression par ceux qui n'ont rien à faire dans la vie de l'eau. Les financiers, les commerciaux,
Qu'est-ce qu'on a besoin? Les banquiers, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? On n'en a pas besoin pour gérer l'eau potable. C'est eux qui mettent les salariés des multinationales sous pression, qui leur demandent d'assurer sans cesse plus de choses avec de moins en moins de salariés. D'accord? Alors que dans le cadre du service public, eh ben, on réorganise les choses de manière à planifier les investissements, à servir le public. Bref, on n'est pas dans le même rapport d'objectif. On est dans le temps long et eux, ils sont dans le rendement financier immédiat de leurs actions, de leur chiffre d'affaires et des dividendes chaque année. Et après, les professionnels sortent des mêmes écoles. Qu'ils soient dans le public ou dans le privé, ils sortent des mêmes écoles, ils sont compétents. Ce ne sont pas les plombiers, les fontainiers, les techniciens, les ingénieurs qui sont en cause. Je vous l'ai dit, ce sont les commerciaux et les financiers. Mais regardez, dans ma régie publique, 5 personnes sont venues de la multinationale pour travailler à la régie publique. Je veux dire, je ne les ai pas obligés. Même dans un cas d'espèce comme le nôtre, ils étaient même pas, j'étais pas obligé moi de les reprendre. Bon, c'est un cas particulier. En général, à la fin d'un contrat, on se doit de reprendre les salariés. Mais moi, j'étais pas sur une fin de contrat, j'étais sur une sortie de syndicat d'eau. Donc c'était pas pareil. Mais ils sont venus spontanément pour postuler. Et ma responsabilité, c'était de leur maintenir leurs acquis, qu'ils ne perdent rien, parce que nous, on n'est pas là pour faire du low cost, hein, on est là pour développer un service public. Et aujourd'hui, je crois que vous pouvez les interroger. Ils n'ont pas perdu au change. Je dirais même que chaque jour, ça a plus de sens, ce qu'ils font. En tout cas, je crois qu'ils en sont convaincus. Martigues, vous le savez, et vous le découvrirez en vous y promenant, pour ceux qui ne connaissent pas, est une ville d'eau par excellence. Elle connaît et maîtrise depuis ses origines son espace. Martigues s'est bâtie sur l'eau, elle s'est construite sur cet espace de mer et d'étang sur lequel elle a créé son centre-ville et puis elle s'est développée autour de celui-ci. Qu'il s'agisse des métiers, de la pêche, des marais salants, des eaux de l'étang, des canaux, de la mer Méditerranée, de l'eau pour le travail, de l'eau pour l'industrie, Martigues a toujours partagé avec l'eau une expérience particulière. Et à Martigues, quand on parle de l'eau, on sait de quoi il s'agit. Nous en connaissons la valeur, comme bon nombre de villes provençales, de la Provence aride, et c'est pourquoi nous avons choisi la gestion la plus favorable pour nos populations, la gestion publique de l'eau. La gestion la plus favorable, c'est tout simplement offrir à tous à la fois la meilleure qualité et le meilleur prix, et c'est ce que nous prouvons depuis la création de notre régie municipale, il y a plus de 50 ans, en 1959 exactement. Les installations les plus performantes, stations d'épuration en tête, assurent une qualité sans cesse contrôlée, avec en plus de constantes innovations techniques et la nécessaire modernisation du réseau. Le prix de l'eau à Martigues, et depuis 2001, puisque c'est Martigues aujourd'hui qui vous accueille, mais ayez à l'esprit que c'est au titre de la communauté d'agglomération que nous faisons tout ça, puisque depuis 2001, nous sommes en communauté d'agglomération pour ce qui est de la question de l'eau. Donc le prix de l'eau à Martigues et dans les 3 communes qui composent la communauté d'agglo, c'est-à-dire Port-de-Bouc, Saint-Mitre et Martigues, est l'un des moins chers de la région, peut-être l'un des moins chers de France. Quelques chiffres rapides pour vous rappeler ce que paient les uns les autres. Martigues, Port-de-Bouc, Saint-Mitre, donc c'est le mètre cube d'eau, alors en moyenne, et ça a été dit dans le film que vous avez vu pour vous accueillir, c'est 2,04 €. Marseille, pour ceux qui sont marseillais, j'en vois quelques-uns dans la salle, c'est 3,15 €, à toute comparaison. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la moyenne, c'est 3,04 €, 3,69 € en Île-de-France, 4,15 € en Bretagne et 3,68 € à Lyon, par exemple. Donc, un prix qui défie toute concurrence, mais qui ne rend pas pour autant notre régie déficitaire. Bien au contraire, nous assurons de gros investissements et nous avons en cours un projet important pour gérer à l'horizon 2018 la totalité des réseaux de la distribution locale. C'est une particularité géographique. Martigues est séparée par le chenal de Caronte, que vous voyez peut-être pour certains, qui est un véritable bras de mer et qui rend complexe notre réseau, avec des arrivées qui se font par le nord, par le sud, et une mer qui sépare Martigues en deux. Donc c'est cette complexité-là que nous essayons de surmonter, et c'est ce projet-là que nous avons pour 2018, de faire en sorte que le bouclage global complet soit possible pour toutes les périodes de la vie des Martégots, que ce soit l'hiver, où les choses se passent plutôt bien quand c'est hors gel,
Petit rappel pour le mois de février, mais aussi que ce soit pour la période estivale où la population augmente et où le droit d'eau est un petit peu aux limites de ce qu'on peut avoir. Donc il était nécessaire que nous assurions avec de gros investissements ce bouclage. Et ces gros investissements, ils sont faits avec le prix de l'eau, puisque nous avons coutume de dire à Martigues que l'eau, à Martigues et à la communauté d'Aglo, que l'eau paye l'eau. La régie des eaux et d'assainissement de la ville de Martigues gère en totale autonomie son propre équilibre budgétaire, y compris l'investissement dont je parlais, en réinvestissant dans ces installations tous les excédents qui sont faits chaque année. Notre régie fonctionne uniquement avec le prix de l'eau payé par les usagers. Mais pour arriver à ce résultat, il faut une volonté politique forte. Je l'ai rappelé tout à l'heure en parlant de 1959, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus, mais la volonté politique, c'est celle qui porte les notions de bien collectif, de bien commun, mais aussi celle qui place le service public au premier rang. L'eau, pour nous, n'est pas un produit de profit. C'est un bien commun et c'est bien pour ça que nous avons considéré qu'il était important de suivre ce que nos prédécesseurs avaient fait dès 1959. Cette question de bien commun en appelle une autre. Concernant le traitement et l'exploitation de l'eau, l'eau, cet élément naturel, peut-il ou peut-elle être exploité par un groupe privé ou plutôt traité par le service public ? En s'appropriant ce bien naturel, l'exploitation par des gestionnaires privés s'apparente, à nos yeux, à une prise en otage du consommateur. Les collectivités qui ont concédé, n'ayant plus le droit de regard sur la qualité, sur le prix de vente de l'eau, vendu comme un simple produit de consommation courante. Traiter cet élément naturel, l'acheminer, le distribuer, a forcément un coût. Nous le savons à Martigues, puisque c'est nous qui le gérons dans le cadre du service public. Mais ce coût doit-il être supérieur aux sommes nécessaires au fonctionnement du service rendu ? Bien évidemment, notre réponse est non. Nous ne souhaitons pas que ce coût soit exorbitant et que des marges soient dégagées pour les seuls profits de certains. Donc la gestion du service public répond de façon très claire non à cette question-là. On ne peut pas concevoir la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des organismes vivants, et même des écosystèmes, parce que l'eau baigne tout, sans justement cette eau. C'est-à-dire que si on supprime cette base que l'eau est absolument nécessaire à la vie, on arrive sur un terrain qui est un peu glissant, c'est-à-dire l'eau comme produit. Donc produit, marchandise, financiarisation, alors que finalement, là, il y a une rupture culturelle. On passe de l'écologie de fond à l'économie. On a habitué le citoyen à réfléchir à l'eau potable en termes de coût et de prix, et non pas en termes d'éléments nécessaires à la vie. Culturellement, c'est un pas qui a été franchi et qui n'était pas forcément le cas quand l'homme était obligé, quand il était paysan. L'eau, c'était quelque chose d'absolument nécessaire. C'était, on peut dire, la sacralisation, mais c'était nécessaire à son métier. C'était dans sa culture. Alors que maintenant, on en fait quelque chose qui est extérieur. Et on va essayer de le rendre dans des aspects citoyens, etc. Donc il faut rentrer dans ce bien commun, qui est l'eau, nécessaire à la vie, et en tirer toutes les conséquences. Et la conséquence, c'est justement, c'est surtout pas le privatiser. C'est-à-dire comment... Alors il y a un coût, bien sûr, de l'eau, un coût d'accès aux ressources, si on veut le tirer vers la potabilité, vers la distribution. Mais ce n'est pas forcément un prix. Si on distingue bien la notion de coût que peut porter une régie, donc un service public de l'eau, à un prix qui est finalement la négociation d'une denrée plus ou moins rare sur un marché, c'est une différence fondamentale. Mais est-ce qu'on n'irait pas plus loin, justement, y compris, de dire qu'en parlant de régie, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'État, nation, ou l'Europe... Alors, à mon avis, on n'est pas mûr. L'eau est une ressource locale. Le périmètre pertinent, c'est le bassin versant. Il y a une habitude de service public local.
C'est les communes qui le portent, et à mon avis, c'est bien qu'elles le portent parce que c'est une question de proximité, de vie quotidienne. C'est dans la vie quotidienne que naissent la plupart des sources de pollution. Donc il faut aussi reposer cette question, sans culpabiliser bien sûr le citoyen ou l'usager. Mais c'est bien cette question, mais en même temps, il faut pouvoir sortir de cette fameuse logique de l'eau paye l'eau. On a fait n'importe quoi avec, bien souvent, trop souvent avec l'eau, on a pollué les ressources en eau. Donc apparemment, à ce moment-là, on essaye de dire, c'est au pollueur de payer. Le pollueur qui sait, c'est l'usager. C'est pas forcément le principal pollueur. Dans la question de l'agriculture qu'il faudrait voir. Les agriculteurs payent peu, mais ils sont aussi sujets à d'autres contraintes. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus les accuser, les culpabiliser. Mais ça veut dire qu'il faut sortir de cette logique où l'eau paye l'eau, et on s'en sortira pas, à une logique de prévention, et donc qui est portée par l'État. Automatiquement, l'échelon local ne peut pas, n'est pas la compétence pour le faire. Voilà, non, parce que par rapport à ce que vous dites, il y a un paradoxe, c'est que en gros, le discours qui est de dire on revient en gestion publique de l'eau, en régie ou en SPL ou autre, en tout cas, on se réapproprie la gestion de l'eau. On dit, enfin les gens disent, y compris les élus disent, l'eau paye l'eau. Il faut s'en sortir. Non, mais pour dire justement, par rapport aux gestions privées, que l'eau paye pas. Enfin, c'est le consommateur paye l'eau et oui, mais il faut s'en sortir. Il faut vraiment, pour corriger les inégalités, il y a des profondes inégalités dans l'accès à l'eau. Donc on ne peut pas instituer comme ça un droit d'accès à l'eau sans avoir aussi réglé les questions de la qualité des ressources, qui sont complètement différentes. Mais ça, c'est du rôle de l'État, ça. Alors ça, c'est effectivement du rôle de l'État, voire des institutions européennes, de dire c'est pas l'usager qui doit payer ça. Il faut qu'on mette les moyens ad hoc pour pouvoir agir de façon préventive et curative sur les ressources en eau. C'est-à-dire éviter d'un nouveau de les polluer. Donc ça repose la question de pratiques industrielles, de pratiques agricoles, de pratiques domestiques qui respectent la qualité et la quantité de l'eau. Oui, les pratiques, y compris les pratiques de l'agence de l'eau, en gros, qui gère ces les agences de l'eau n'ont pas été capables de mettre ça en œuvre. Et on constate qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'application de la directive européenne sur l'eau, on est obligé de demander des délais. Jusqu'en 2025, et encore, rien ne dit qu'en 2025, un certain nombre de masses d'eau qui sont polluées aujourd'hui seront en état, comme le souhaiterait la directive européenne. Donc on est obligé, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'action suffisamment forte au niveau des causes de pollution pour pouvoir dire qu'on va se sortir de cette spirale négative, d'autant plus que, au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance des risques sanitaires, on découvre quand même d'autres choses. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une explosion des cancers et qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient. Et donc, il n'est pas interdit de penser, je ne vais pas faire du catastrophisme, il n'est pas interdit de penser qu'une des causes, justement, ça soit tous ces polluants à microdose qu'on trouve dans l'eau, et notamment dans l'eau potable. Même si elle respecte les critères de potabilité. Tout à fait. Mais dans votre discours, qui est moi, très, très intéressant, et qui prend du recul, justement, on ne peut pas non plus demander, justement, aux municipalités qui veulent se réapproprier, quand même, leur gestion, puisque, effectivement, au bien commun, au bien public, enfin, au bien universel, d'aller jusque-là. Pour l'instant, l'objectif, c'est quand même, aujourd'hui, de se réapproprier cette gestion. Dans un premier temps, ok, il faut effectivement que l'État aide, parce qu'il y a une action transversale qui dépasse le seul critère d'accès à l'eau potable. Il y a une politique de l'agriculture, une politique industrielle que l'État, ou voire les régions, peuvent mettre aussi en œuvre. Ce n'est pas aux collectivités locales de pouvoir, elles ne peuvent pas le faire complètement. Ils n'ont pas les moyens ni les pouvoirs de le faire. Mais en même temps, c'est pour ça que nous, on avance l'idée de pôle public de l'eau. C'est-à-dire, en dehors de cette fait que la régie municipale doit être effectivement, le moyen normal de distribution de l'eau potable, autant il faut aussi que tous les acteurs de l'eau, aussi bien ceux qui sont au niveau culturel, parce que si on se réapproprie l'histoire de l'eau sur un territoire, c'est plus une question uniquement de la régie. C'est bien que des acteurs multiples vont y participer. Donc il faut absolument qu'on ait tous les acteurs, de l'industriel, de l'acte, de la formation, de la culture, de l'administration, tous ces acteurs-là, de la recherche, ils doivent absolument coopérer vers un objectif, c'est justement de faire en sorte que le plus tôt possible, les ressources en eau soient de qualité suffisante et ne soient plus polluées, c'est-à-dire qu'on quitte cette logique du dos au mur et d'être acculé à constater que et de dépenser des sommes énormes pour pouvoir mettre des emplantes sur des jambes de bois. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, globalement, l'eau
globale hein, sur les masses d'eau. Ce n'est pas seulement l'eau potable, hein, soit de meilleure qualité qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. On a abandonné, il y a à peu près 20 ans, la première phase de pollution, qui sans doute est une des causes principales de l'explosion des cancers. C'est ce qu'on appelait les produits organiques persistants. Vous savez, il y a le benzène, tout ce qui est ce qu'on a vu, il y a une quinzaine de substances chimiques qui ont été interdites à l'emploi. Donc elles ont été remplacées par d'autres, qui sont plus non biodégradables, elles sont biodégradables cette fois-ci. Donc elles sont solubles dans l'eau alors que les autres n'étaient pas. Donc ça veut dire que c'est tous ces dioxines, furanes qui étaient, disons, concentrés dans les graisses, qui se retrouvent maintenant dans l'eau. Et les toxicologues parlent de cocktail. Parce que finalement, on ne sait même pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut changer complètement le modèle de contrôle de la santé publique. C'est plus simplement l'interdiction, c'est ce qu'on a dans l'urine, ce qu'on a dans le lait, ce qu'on a dans le sang, etc. Et donc c'est des indicateurs de pollution et qui font que dire que là, on est en train de défricher une nouvelle zone d'appropriation de la santé publique. Je ne dis pas que l'eau est le principal vecteur, mais c'en est un, c'est le reflet de tout ce qu'on fait. Vous savez, en général, on disait de la poubelle, donne-moi ta poubelle, je te dirai qui tu es. Ben, le problème, on pourrait le dire, même si parce que c'est moins individualisé l'eau. Mais dis-moi tes eaux usées, je te dirai que tu es. C'est le reflet. Et ce reflet-là, il faut absolument bien le diagnostiquer et le modifier. Ça, on est confronté à cette question de fond, qui est une question sociétale. C'est plus seulement une question de mettre l'eau en régie, c'est-à-dire que les régies ont leur rôle à jouer. Oui, donc mais le pôle public, il est plus large. Voilà, ouais, ce que j'allais dire en conclusion, c'est qu'on est loin effectivement de la problématique des régies. C'est c'est au niveau du MNLE qu'on est justement, la proposition qu'on fait, c'est justement d'élargir cette question, de bien prendre la question de l'eau potable, avec tout ce que ça comporte comme base idéologique, économique, etc. Et en même temps, faire en sorte qu'elle soit bien replacée dans une dynamique et une problématique plus large. Et il y a eu une grosse mobilisation populaire, syndicale, contre cette décision de M. Carignon, qui à l'époque était non seulement maire de Grenoble, mais président du Conseil général et aussi 2 fois, coup sur coup, ministre de droite, RPR. Une grosse surprise de voir qu'il déléguait le service public de l'eau un 13 juillet 1989, c'est-à-dire le jour du bicentenaire de la Révolution. Alors que ce service était centenaire et fonctionnait très très bien. Et donc on a commencé à agir. Malheureusement, il a fallu plusieurs années pour aboutir à la remunicipalisation de ce service illégalement délégué au privé. Il a fallu du temps quand même pour passer, donc pour remunicipaliser le service en fin de compte. Oui, ça a été une longue bataille de 10 ans. 10 ans. Il faut être tenace, parce qu'une fois que c'est délégué au privé, un service, pour le déléguer, ça va très vite. Pour le remunicipaliser, il faut retrouver toutes les compétences municipales. Les services avaient disparu. Quand il y a eu une bagarre pour cette remunicipalisation, ça a donné lieu à un changement de majorité municipale à Grenoble. Donc on a eu une nouvelle majorité de gauche et écologiste en 1995. Mais il n'y avait plus de services dans la ville qui étaient compétents en matière d'eau et d'assainissement. Et puis en plus, il a fallu même se bagarrer contre certains collègues qui disaient « bon, il faut peut-être poursuivre, oui, on a pris l'engagement de remunicipaliser, mais on va peut-être poursuivre ». Donc une des leçons de Grenoble, la première leçon, c'est que c'est vite fait de filer au privé un service public aussi essentiel d'un point de vue social, environnemental, démocratique, mais par contre, c'est ensuite difficile de retrouver la maîtrise publique sur ce service public essentiel lorsqu'on a perdu la connaissance du patrimoine, les services qui s'en occupent. D'accord, oui, je comprends, oui, parce que oui, au bout de 100 ans, en fait, ça met quelques années, même pas quelques mois pour disparaître. On avait un service centenaire qui fonctionnait très très bien, il y avait même, les tuyaux avaient même été refaits dans les années 70. Donc tout marchait bien. Monsieur Carignon, RPR, aujourd'hui d'ailleurs un des conseillers proches de monsieur Sarkozy, cellule riposte, il a décidé du jour au lendemain, pour des raisons...
Alors son argument officiel, c'était le service s'est dégradé. Il l'avait laissé lui-même dégrader, puisqu'il était maire, volontairement dégradé. Donc la leçon aussi, c'est attention, un service public, il est très facile de ne rien faire ou de laisser faire la dégradation pour ensuite le filer au privé. Mais son argument réel, que nous avons révélé, que j'ai révélé en mars 93, c'est qu'il y avait des dessous de table sur cette délégation. Et au moment où il était ministre, en 1994, il s'est retrouvé de la case ministre à la case prison, sur ce dossier de l'eau. Mais ce n'était pas si évident de voir qu'il y avait des motifs autres que d'intérêt général, sauf que très rapidement, on s'est rendu compte que les prix montaient. Les prix ont fait un bond, pas tout de suite, parce qu'ils ont baissé un peu la première année avec la délégation, prix d'appel, hein. Et puis tout de suite après, boum, dans les années qui ont suivi, les prix ont monté de manière très importante. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait évidemment des profits anormaux sur ce service public qui fonctionnait très très bien, sur lequel le délégataire, la Lyonnaise des Eaux, n'avait plus rien à faire, si ce n'est d'encaisser, d'ouvrir les robinets et d'encaisser le tiroir caisse. Donc vous revenez aux affaires, et donc vous remunicipalisez. Et là, est-ce que ça a réellement changé quand même Alors là, si vous voulez, la remunicipalisation qui a quand même abouti, parce qu'on s'est bagarré entre nous, il y en avait qui étaient poussifs, qui voulaient continuer avec la Lyonnaise, d'autres qui sont comme nous, qui nous sommes bagarrés pour maintenir cet engagement, tenir cet engagement, passer aux actes. Là, la leçon de Grenoble, elle est quand même très intéressante, puisqu'il s'agit du même service qui a été géré pendant 10 ans par la Lyonnaise des Eaux, puis 10 ans aujourd'hui par une régie publique, après la remunicipalisation. Là, l'exemple est quand même simple. Nous faisons 3 fois plus de renouvellement des conduites et des branchements que du temps du privé. Du temps de la Lyonnaise, voilà ce qui était fait. Aujourd'hui, 3 fois plus sur 10 ans. Et nous avons plus de personnel, ce qui n'est pas pour avoir plus de fonctionnaires territoriaux, puisque en plus ce sont des personnels dont certains sont de droit privé dans la régie. Nous en avons plus parce que nous en faisons plus de travaux en interne. Nous n'avons pas besoin de passer par les services de communication de la Lyonnaise des Eaux, la maison mère. Nous n'avons pas besoin de passer par les services juridiques, les charges de groupe. Donc nous faisons plus, et donc on pourrait se dire ça coûte plus cher. Eh bien non. Là, nous avons sur le même service, donc on ne peut pas dire c'est pas le même service, là c'est clairement le même service. Voilà les prix du temps du privé comme ils ont augmenté, en tarif constant, en euros constants. On a repris la main là en 95, on a baissé de 20% le prix de l'eau, et même si la courbe avait continué comme ça, le prix serait 2 fois plus cher que ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons baissé de 50% par rapport à ce que ça aurait donné si on avait continué le privé. Donc, bien moins cher, de meilleure qualité. Je dirais de meilleure qualité et bien moins cher, car la qualité est très importante pour ce service public qui est essentiel du point de vue social, du point de vue environnemental et du point de vue démocratique. Quand on a plus d'un milliard de personnes qui n'ont pas d'eau potable et 2,6 milliards qui n'ont pas de dispositif pour traiter les eaux usées, il y a vraiment une urgence humanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir d'eau, le genre humain est en danger ? Le genre humain, globalement, non, mais quand on sait que 10 000 personnes meurent chaque jour pour des maladies liées à l'eau et l'absence d'eau potable ou l'absence d'assainissement, c'est quand même une urgence. C'est une urgence, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on ne fait pas les bons choix ou parce qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens de permettre à toute la population d'avoir de l'eau ? Non, les moyens, nos sociétés les ont. Toutes nos sociétés les ont. C'est une affaire de choix politique. Politique dans le sens où aujourd'hui on met l'argent ailleurs ? L'argent est utilisé effectivement ailleurs, oui, que pour l'eau potable et l'assainissement. Il y a des priorités aujourd'hui qui sont plutôt financières, plutôt matérielles, et on fait fi un petit peu de la vie humaine. Pour moi, chaque être humain qui meurt à cause de l'eau potable et l'assainissement est un être humain qui meurt de trop. Voilà. Vous dites aussi, je crois que le droit de l'eau fait partie aussi du droit de l'homme. C'est-à-dire qu'en gros, il faut légiférer par rapport à ce droit de l'eau.
L'Assemblée générale des Nations unies a pris une résolution en juillet 2010, confirmée en septembre 2011, reconnaissant le droit à l'eau comme un droit de l'homme. Il appartient désormais, et à Marseille nous espérons que cela va aboutir, que chaque État prenne une loi, vote une loi ou modifie sa constitution, reconnaissant que le droit à l'eau est un droit de l'homme. Ça, c'est un élément fondamental. Il faut comprendre que la possibilité pour un être humain, y compris en France, de disposer d'un minimum d'eau vitale, donc pour ses besoins fondamentaux, n'est pas reconnue. Alors, à travers le logement décent, à travers la solidarité via les familles, on a des dispositifs qui permettent de satisfaire pour partie ce besoin. Mais aujourd'hui, rien n'interdit, en tout cas rien n'interdit à un industriel ou à un producteur d'eau de couper l'eau d'une famille qui ne paie pas. La loi prévoit des dispositifs de solidarité via les conseils généraux notamment, mais un industriel qui voudrait couper l'eau peut couper l'eau. Donc aujourd'hui, si on va jusqu'au bout de la démarche, par exemple des Veolia, Suez et compagnie, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent ne pas avoir d'eau ou ne jamais avoir d'eau. Écoutez, allez voir dans les camps des gens de voyage, allez voir dans les gens qui dorment sous les ponts s'ils bénéficient de l'eau potable tous les jours. Non. Quand vous allez, on a eu pendant quelques années l'histoire des immigrés dans la région de Calais. Ces gens dormaient dans les champs, ils n'avaient ni eau potable, ni dispositif d'assainissement. Donc, en France aujourd'hui, la pauvreté a augmenté. Il y a des personnes en difficulté qui ne disposent pas d'eau potable. C'est vrai, c'est une réalité. Alors que préconisez-vous mettre dans la Constitution le droit à l'eau? Écoutez, que ce soit dans la Constitution ou dans une loi, il faut que tous les États européens, tous les États de la planète reconnaissent, ou dans leur Constitution ou dans une loi, que le droit à l'eau est un droit de l'homme. À partir de là, les États mettons en œuvre des dispositifs réglementaires pour satisfaire ce besoin. C'est simple, il suffit d'écrire que chaque État, dans le Code français de la santé par exemple, que l'État s'engage à mettre en œuvre le droit à l'eau à travers, mettons, 20 litres par jour, 30 litres par jour. Moi je dis 50 litres parce que je considère qu'entre le besoin pour vivre, entre l'hygiène et la cuisine par exemple, il faut au moins 50 litres en France aujourd'hui. Voilà. Donc il suffit de mettre en œuvre ces dispositifs, de le reconnaître théoriquement et de le mettre en œuvre pratiquement. Alors c'est vrai qu'on voit qu'à travers la reconnaissance du droit au logement par exemple, c'est très difficile à mettre en œuvre, que les associations doivent solliciter les services administratifs, doivent générer un contentieux pour que cela aboutisse. C'est très difficile, mais il faut commencer par le reconnaître en théorie, puis le mettre en œuvre en pratique. Je vous rétorquerai qu'effectivement, aujourd'hui, on peut aussi biaiser, puisqu'on le voit sur Marseille, notamment, ou en tout cas dans le cadre de la communauté urbaine de Marseille, la gestion de l'eau, donc l'alimentation, la distribution et l'assainissement, elle est accaparée par un service privé. Elle n'est pas accaparée par un service privé. Le service a été concédé par un acteur politique. Elle n'est pas accaparée. C'est-à-dire aujourd'hui, le service d'eau potable et d'assainissement est soumis au marché et ce sont les acteurs politiques locaux qui décident de concéder à du privé ou pas. Le politique peut décider de gérer en régie, il peut décider de concéder. Ça, c'est une affaire de choix politique que les citoyens doivent comprendre. Oui, donc, mais le choix politique, que vous préconisiez, si j'ai bien compris, c'est quand même que ce soit en gestion publique. Moi, effectivement, ma position personnelle est de dire qu'effectivement, il faut une gestion publique. Pourquoi? Parce que l'eau a un statut de patrimoine commun, parce que le service d'eau potable et d'assainissement, c'est un service public, et que ce service public doit être satisfait dans ses fondements par une autorité publique. Voilà, ça me paraît essentiel. Certes, l'eau n'est pas disponible de manière égale selon les pays, les climats, les frontières. Beaucoup de pays dépendent pour leur alimentation en eau de fleuves ou de nappes qui arrivent de l'autre côté de la frontière. Certes, une eau de qualité est beaucoup plus difficile à assurer pour une planète à 8 milliards d'hommes que lorsque nous étions 2 ou 3 milliards d'individus. Mais peut-on tolérer longtemps que des milliards d'hommes soient privés d'un accès à l'eau potable et à un assainissement de qualité? Et ne pensons pas que le problème se pose seulement pour les pays du tiers-monde. Le problème est aussi dans nos propres pays développés,
puisque beaucoup de familles en France même sont victimes de coupures d'eau, simplement à partir de questions de paiement. Deuxièmement, c'est vrai que sur le plan technique, avec le développement de l'urbanisation, l'accès à l'eau à partir de sources, de puits, de canaux, de filioles, c'est quelque chose qui perd de son importance. En revanche, ce qui se développe, c'est les réseaux avec de l'eau sous pression, de l'eau traitée et donc potable, avec l'épuration des eaux usées, et une facturation au compteur avec des factures plus ou moins proportionnelles au volume consommé. Au plan juridique, les formes peuvent varier selon les époques et les sociétés concernées. Les communautés villageoises, petit à petit, cèdent le pas à une organisation par des autorités étatiques. Généralement, la ressource est reconnue comme étant de responsabilité collective, publique. Mais après, l'organisation se fait par une autorité territoriale dans une zone homogène. C'est ainsi qu'en France, depuis 1789, l'eau, théoriquement, est gérée sous l'autorité des communes. Mais en fait, les communes n'ayant pas les moyens techniques, elles passent des délégations de services publics, ce qui, en fait, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, aboutit à une mainmise du privé sur le traitement et la distribution. Et en France notamment, parce que nous avons été à l'avant-garde, c'est pas un cocorico, loin de là, se sont constituées des sociétés qui sont des majors de l'eau, lesquelles, sur la base des profits énormes ainsi réalisés, se sont lancés à la conquête du monde pour la distribution de l'eau dans toute une série de pays. Sans parler des firmes qui, elles, en sont à la distribution de l'eau en bouteille, simplement parce que l'eau, sinon, n'aurait pas une qualité suffisante. Le résultat de ces aspects techniques et juridiques, c'est que les normes sanitaires sont renforcées. Certes, la qualité de l'eau au robinet augmente, mais parallèlement, le prix de l'eau renforce les inégalités dans l'accès concret à l'eau. Vous comprenez pourquoi, devant cette situation, un certain nombre d'associations se sont formées en collectif. Ces associations ont donc formé le collectif Eau Bien Commun PACA. Au départ, une trentaine d'associations, rejointes par d'autres, il y en a une cinquantaine ou un petit peu plus, appuyées par des syndicats, appuyées même, notamment en Provence-Côte d'Azur, par des partis politiques. Et ce collectif, donc, a voulu montrer que cette situation n'était pas quelque chose d'inéluctable. Il s'agit ainsi, à travers le service public, de mettre en concordance la réponse aux besoins des populations et des hommes, et que l'eau n'est pas une marchandise empêchant cet accès à un accès égal. Service public donc, mais je voulais soumettre, et ce sera l'objet de notre journée de réflexion, soumettre cette idée que le slogan ne se suffit pas à lui-même et qu'il n'y a pas de décret miracle créant un service public. Deux exemples qui se trouvent dans notre région. Une petite ville qui, il y a quelques années, a recréé une régie. C'était bien, elle voulait maîtriser la ressource et la distribution de l'eau. Elle a saisi l'occasion de l'échéance du contrat de délégation de service public. Veolia est parti. Et seulement, les autorités communales et le nouveau technicien de la régie se sont retrouvés avec à chercher les adresses des abonnés, avec ne serait-ce que retrouver avec l'aide des habitants l'endroit où se trouvaient les compteurs, parce qu'ils ne savaient plus, trouver
essayer de reconstituer, parce qu'ils n'avaient pas les relevés antérieurs, pour établir des factures. Bref, vous voyez comment, quand on crée une régie, il ne faut pas s'attendre à être aidé par les majors qui ont géré précédemment. Au contraire, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de la créer, mais après, il faut reconstruire un vrai service public. De la même manière, une autre ville de Provence qui avait son eau et son assainissement en délégation de service public, avec une municipalité de gauche. L'eau était chère, il y avait de nombreuses fuites dans le réseau. Et Veolia, c'est encore elle, j'ai rien contre Veolia, c'est les deux exemples tombent là-dessus. Veolia a donc aidé un candidat de droite aux échéances municipales pour mettre dans son programme et le faire élire, avec à son programme la recréation d'une régie. La régie a été créée une fois le candidat élu. La régie a fait des emprunts, on a fait des travaux, et comme il fallait rembourser les emprunts, l'eau a été très chère à l'issue de cette première période. Le maire de droite a donc déclaré « la régie, ça ne marche pas, il faut reprivatiser ». Et le nouveau concessionnaire est donc arrivé, il avait des réseaux tout neufs qu'il n'avait pas payés et que les habitants continuaient à payer. C'est-à-dire que vous voyez, il y a derrière la gestion de l'eau toute une série de questions, on dira, de gros sous, très concrètes, et il ne faut pas tomber dans des pièges qui se feraient au détriment de l'intérêt des habitants sous prétexte de vouloir hâter le pas. Donc, c'est bien les besoins des habitants qui doivent nous guider, des habitants qui sont des usagers des services de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Et comment devons-nous faire pour satisfaire cette demande? Ils attendent la qualité du service rendu, évidemment, qualité de potabilité, voire même qualité gustative de l'eau, qualité de l'assainissement, de manière à ne pas avoir un impact négatif sur le milieu avec les eaux usées. Ils attendent un coût modéré, évidemment variable selon l'état de la ressource et la qualité des traitements que l'on fait. Ils attendent donc que l'on réponde finalement à ce droit humain fondamental qu'est l'accès à l'eau, ce qui veut dire aussi, du fait de l'inégalité des situations et sociales et géographiques, qu'il faut réfléchir à une solidarité de la société par rapport au coût de l'eau, ce qui peut se traduire par les premiers mètres cubes gratuits, mais ensuite par une tarification qui soit modulée pour aider ceux qui auraient des difficultés et éventuellement envisager la façon d'aider les familles modestes dans l'accès à l'eau. Enfin, comme nous nous situons dans la durée pour faire vivre le service public, la seule garantie, c'est de développer la démocratie locale et la gestion citoyenne de l'eau, aussi bien d'ailleurs au niveau local le plus de base, au niveau communal, au niveau des régies ou des sociétés publiques locales, qu'au niveau régional ou au niveau des agences de bassin. Car le Grenelle de l'environnement créait des comités d'usagers. Ils existent pour les régies aussi sur le plan local. Mais ces comités d'usagers sont-ils suffisants? Ont-ils une représentativité, une audience, un écho dans la société civile qui soit suffisant? Voilà encore une question qui se pose, car la garantie que l'on continue, c'est justement cet engagement des citoyens pour qu'on approfondisse la gestion publique. Enfin, il faudra envisager un pôle public de l'eau qui passerait par une nationalisation des firmes de l'eau. Alors, sous quelle forme? Tout ça est soumis à votre réflexion. Et puis, recréer une recherche publique
dans le domaine de l'eau, car souvent tout ce qui était recherche publique a été sacrifié et on retrouve les capacités de recherche essentiellement du côté des grandes firmes elles-mêmes, qui ainsi maîtrisent à la fois la recherche amont et ensuite la distribution. C'est-à-dire que les usagers se retrouvent donc pris un petit peu en étau. Bref, tout cela avec la prise en compte des diversités locales, de situations, l'héritage de contrats différents, l'héritage donc de l'histoire, de l'état de la ressource, etc. Aller vers un service public de l'eau, c'est une reconstruction qui se fait donc dans la durée. Marcel Paillet, vous avez dirigé pendant de longues années la régie publique de Martigues et du Pays Martégal, on peut le dire comme ça, de l'eau, de l'assainissement. La spécificité, c'est que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous gérez tout de A à Z, de la captation jusqu'au rejet, quoi. Oui, mais c'est exact. Je pense que l'intérêt d'une régie comme celle du Pays de Martigues, c'est d'avoir en main, de maîtriser toutes les techniques de l'eau depuis l'eau brute, depuis son captage d'eau brute à Salon, partiteur du Merle. Donc le canal de Martigues, la gestion du canal, c'est quand même une spécificité particulière. L'arrivée à l'usine de traitement, le traitement proprement dit, la technique du traitement, la chimie de l'eau, le stockage. Ensuite, c'est l'adduction. L'adduction, c'est quoi? On transfère l'eau potable à travers des tuyaux vers les réservoirs de stockage, une vingtaine en Pays de Martigues. Donc à partir de ces stockages, la distribution, donc ce sont les réseaux par la gravitation, gravitaire, qui alimentent tous les points d'eau de Martigues, tous les compteurs individuels, tous les points de distribution. Donc, et le cycle n'est pas terminé, puisque quand on consomme 100 litres d'eau dans une maison, il y a 80 litres ou 90 litres qui repart à l'égout, après avoir été, comme on dit, usée, l'eau qui sert au ménage, qui sert à l'alimentation, qui sert au nettoyage, repart à l'égout. Et des égouts, elle va dans une station d'épuration pour être traitée et les effluents partent dans le chenal de Caronte. Voilà tout le cycle de l'eau en cours, mais c'est quand même des technologies différentes et complexes. Technologies différentes, complexes, donc des métiers différents, des métiers complexes, une formation de tous les instants. C'est pas évident pour une régie publique face à aux grands dinosaures que sont les agences privées. Comment vous en sortez? Alors c'est pas que c'est compliqué, c'est un peu particulier pour une collectivité qui n'a pas l'habitude d'avoir ces métiers. C'est vrai que ce sont des électromécaniciens, ce sont des chimistes de l'eau, ce sont des gestionnaires de réseau, ce ne sont pas des métiers qui sont courants dans les collectivités territoriales. Et ces métiers demandent une formation, demandent d'abord des qualifications, une formation, d'acquérir des technologies nouvelles, puisque les technologies, on va dire tous les 5 ans, ce qu'on a fait il y a 5 ans, c'est différent aujourd'hui, et dans 5 ans, ce sera différent. Donc d'acquérir et de maîtriser toutes les nouvelles technologies et les appliquer. Puisque on est soumis quand même à des règles, les lois sur l'eau, il y a chaque fois des règles à appliquer. Surtout en matière d'assainissement, on a des impératifs. Donc ça demande des contrôles, ça demande d'être formé à ces contrôles. Il faut faire face, et on le fait aussi bien que les grandes sociétés des eaux, puisque je pense qu'on a les mêmes spécificités, on est arrivé au top niveau comme eux, sinon mieux. Oui, j'allais dire sinon mieux, puisque quand on voit le prix de l'eau pratiqué ici, et y compris la fiabilité du réseau, c'est quand même mieux, y compris que des villes voisines qui sont en gestion, Voilà, donc c'est vrai, comme je l'ai dit ce matin, on a un prix qui est bas, le prix est intéressant, mais c'est qu'il faut surtout regarder la qualité de l'eau et la pérennité du service. Donc garder un prix bas, c'est bien, mais il faut que ce prix quand même finance un petit peu les contraintes au-delà de, je dirais 10 ans en avant, parce qu'un réseau se réfléchit à partir d'une décennie. Donc préserver un petit peu les ressources nécessaires par la vente de l'eau, par le prix de l'eau, les ressources nécessaires pour arriver à maintenir cet investissement qui va nous
préserver, qui va sécuriser l'alimentation de l'eau, donc pour le bien des citoyens, pour le bien public. Oui, c'est-à-dire que vous dites là, l'eau paye l'eau, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes autonome, vous. Absolument, hein, c'est la facture de l'eau qui va tout payer. Sur la facture de l'eau, comme on dit, il y a l'eau, l'assainissement, et qui va payer intégralement les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Dépenses de fonctionnement, parce que vous êtes une centaine dans cette régie, c'est Une centaine, c'est beaucoup. Alors, c'est quoi le nombre d'agents d'une régie? C'est quand on a une volonté d'acquérir un petit peu toutes les technologies de l'eau. On peut le fonctionner avec moins de gens, mais on ne maîtrisera pas toute la technologie. Maîtriser la spécificité de l'eau, c'est d'acquérir le savoir-faire et le savoir-faire pour faire des travaux, il faut qu'on sache de quoi on va parler. Donc faire des cahiers des charges pour faire des travaux, il faut qu'on soit au moins aussi compétent que les entreprises qui vont intervenir. Avec aussi une autre spécificité que j'ai remarqué, c'est que vous disiez tout à l'heure, c'est que la fiabilité du réseau, c'est aussi le fait qu'il perde le moins possible d'eau. On en perdra toujours, on n'est pas à 100%. Et vous avez mis des GPS sur tous les compteurs? On a positionné tous les compteurs par GPS, en XY, tout simplement. De manière qu'on peut associer tous les compteurs d'eau à une production d'eau dans le réseau. Alors, il y a un double avantage. D'abord, on sait exactement où sont nos compteurs. Donc, pour les relèves, la réorganisation des relèves, c'est un bien extraordinaire. Et d'autre part, on peut, ce que j'avais appelé la sectorisation du réseau, donc connaissant la quantité d'eau qu'on envoie dans les réseaux, connaissant la production de tous les compteurs, on détermine le phi, c'est-à-dire le delta perdu. Donc par recoupement, on arrive à trouver le point de perte d'eau et rétablir et réparer la canalisation qui laissait fuir l'eau. Parce que les pertes d'eau, on ne les voit pas. Quand on voit dans une ville la canalisation qui explose, c'est vite fait, on la répare. Mais quelquefois, vous avez eu des fuites assez pernicieuses. L'eau s'infiltre dans les failles de rochers, puis on ne le voit pas. Vous êtes à combien de fiabilité, vous? 85%? À Martigues, on est à plus de 80%, nous alentours de 82%. Également à Saint-Mite-les-Remparts, un peu moins à Port-de-Bouc, puisque quand même la régie date de 2000. On a eu quand même des remises à niveau importantes à faire. Donc on a un gros travail d'investissement qui va faire qu'on va réduire ces pertes en eau sur la commune de Port-de-Bouc. C'est un bon pourcentage? C'est un bon pourcentage, un très bon pourcentage. Il n'y a rien à dire, mais on a intérêt à réduire ce pourcentage tout simplement parce qu'une fuite d'eau va user la canalisation, et va détériorer un petit peu tout l'environnement. Donc c'est la perte d'eau qui est importante, mais c'est surtout la fiabilité du réseau. Et bien connaître le réseau, c'est préserver la fiabilité, c'est-à-dire sa bonne qualité, tout simplement.